Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le ministère de la Culture en rang serré contre toute forme de discrimination et de violence. Ce département ministériel a organisé un colloque à Dori au cours duquel des recommandations sont faites pour barrer la route à l'extrémisme. Dans ce journal, nous irons à la découverte du palais royal de Ouahabou. L'édifice de 2 siècles d'existence souffre de plus en plus de vieillesse et menace de s'écrouler, du moins en partie. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Hier, à Dori, un colloque du ministère de la Culture s'est achevé. Il était question de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. À la fin des travaux, les participants recommandent plus de promotion des valeurs culturelles à travers les médias et aussi une exploitation judicieuse des réseaux sociaux. Bourema Kane et Seydouzon. Après 2 jours d'échange et de partage d'expériences sur le rôle de la culture, dans la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso, les participants à ce colloque de Dori ont formulé plusieurs recommandations. Le colloque a clairement indiqué que les réseaux sociaux doivent être un outil que nous devons utiliser pour éduquer, pour enseigner nos valeurs culturelles fondamentales à la jeunesse. Le deuxième élément important qui ressort, c'est que les médias, de façon générale, doivent être au service de la valorisation des valeurs positives de notre patrimoine culturel qui prépare les individus à faire face à des défis comme l'extrémisme violent. À ce colloque, il ressort que la réponse culturelle à l'extrémisme violent va être une réponse structurelle. Ceux qui nous ont enseigné, nous ont appris qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que nous, Africains, je pense qu'il faut préparer la paix pour avoir la paix. Et c'est là le rôle de la culture. C'est une méthode douce de combat. Il est vrai, longue, mais si nous l'avions depuis intégrée, je pense que nous ne connaîtrions pas ce problème-là. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a félicité les participants pour la qualité des réflexions menées. Il s'engage donc à mettre en œuvre les recommandations et la feuille de route du présent colloque sur le rôle de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Entreprendre à partir de 0 francs, l'idée laisse penser à un rêve, mais c'est plutôt un défi que 300 jeunes de la capitale se proposent de relever. Grâce à une formation de 4 jours, les 300 jeunes sont déjà convaincus d'y arriver. Surtout que jusqu'à ce que leur projet prenne forme, ils auront à leur côté la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. On en sait plus avec Salif Belem et Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et entrepreneur depuis 8 ans, Benoît Aha dit être mieux outillé pour améliorer le rendement de son entreprise. À l'issue de la formation, entreprendre à partir de 0 francs, ce sont des futurs entrepreneurs satisfaits du contenu que nous avons rencontré. J'ai commencé sans business plan et même jusqu'à présent, j'ai toujours négligé l'importance d'un business plan. Je vais à la limite reprendre les choses par rapport à mon business principal et concevoir un plan d'affaires et puis le mettre en œuvre. J'avais un plan d'affaires de plus de 10 millions, mais avec cette formation, je sais qu'il faut revoir ses ambitions à la baisse. Je voulais me lancer dans la vente des fruits et légumes en ligne. Donc, je voulais un site internet. Je peux créer d'abord une page Facebook qui ne coûte rien. Apprendre à ne compter que sur soi et entreprendre à partir de ses moyens disponibles, telles étaient les ambitions de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. En tant que jeunes, c'est à eux de développer le Burkina en termes de création d'emplois, en termes de richesse et également en termes d'intégration avec les autres peuples d'Afrique. 30 jeunes ont été choisis parmi les 300 participants pour devenir des formateurs, entreprendre à partir de 0 francs pour poursuivre l'initiative de la Fondation dans toutes les régions du pays.
Prenons la direction de Bobo Dioulasso, où les membres du Conseil supérieur de la communication tiennent actuellement un atelier de réflexion. Cette rencontre jette à nouveau le regard sur les fondements, les mécanismes et les enjeux de la communication au public. Les travaux vont durer 3 jours et l'ouverture a été suivie par Maneka Yen et Ali Traoré. Après la crise qu'a connue le Conseil supérieur de la communication, l'heure est à l'organisation pour la structure. Une organisation qui passe aussi et nécessairement par des rencontres, d'où cet atelier de Bobo Dioulasso. Un atelier pour réfléchir sur la relance des activités et d'immersion des nouveaux conseillers de cette institution. Ici, pour le début de notre mandat, d'essayer de comprendre la problématique de la régulation telle que édictée par les textes législatifs et les textes réglementaires. Et aussi d'avoir l'apport des hommes d'expérience qui ont eu, de par le passé, à diriger cette institution qui est capitale pour notre démocratie. C'est pourquoi nous avons organisé ce séminaire d'immersion afin de permettre à l'ensemble des conseillers de pouvoir être au même diapason dans la conduite de la mission qui leur a été confiée. Durant 3 jours, plusieurs communications sont au rendez-vous pour permettre au département de mieux fonctionner. Et pour ces 72 heures, la réflexion est centrée sur le fondement, les mécanismes et les enjeux de la communication au public. Comment associer une vie harmonieuse entre le régulateur et les médias, souvent c'est tendu, et comment éviter que le régulateur soit pris dans l'escarcelle, sous le joug du politique. C'est un certain nombre de défis qu'il faut relever, mais en tout cas, les régulateurs se doivent de rester au milieu de tout cet imbroglio complexe et difficile. Après cet atelier, ces nouveaux conseillers espèrent être au rendez-vous pour relever les défis du moment. Venons-en au grand format de ce journal qui est consacré au Palais Royal de Ouahabou. Si vous êtes amateur de vieille architecture soudanienne ou de construction typique en argile, vous serez émerveillé en visitant le Palais Royal de Ouahabou. L'édifice est vieux de plus de 200 ans et il est présentement l'un des derniers symboles de la pénétration islamique dans la région. Allons à la découverte de cette infrastructure atypique avec Lamine Karantao et Moussa Sanon. Ouahabou, ici l'islam est tout comme une religion d'État. Chaque famille jouit d'une certaine connaissance du Coran, une connaissance du livre saint qu'ils n'hésitent pas à transmettre aux tout petits. Mais à côté de cette mosquée, symbole de tout cet attachement des populations à leur Dieu, existent des ruines d'un palais, le palais de El Hadj Mamadou Karantao, le fondateur du royaume de Ouahabou. Il avait construit ce palais-là, c'était pour que lui puisse rester dedans d'abord, et c'était un symbole aussi de l'islam. Quand il a fini de construire sa mosquée, il avait vu que où il doit rester. Il faut construire sa maison aussi pour qu'il puisse rester. Et il voudrait que sa maison aussi soit près du palais, soit près de la mosquée. Donc pour cela, il est venu construire son palais ici. Là, ici, il voit la mosquée. Quand il est dans son palais, il voit la mosquée. S'il monte en haut de son palais, il voit tout le village. Construite en 1850 à la même période que la mosquée, le palais royal de Ouahabou n'existe aujourd'hui que de nom. Et pourtant, son histoire rappelle bien le passé glorieux de ce royaume, de ce village qu'est Ouahabou. Ce palais a hébergé beaucoup de personnes. Parce que l'explorateur Benzé, le fils du fondateur Karamogo Mokhtar Karantao, Benzé est venu le trouver ici. Il a fait séjourner 2 semaines. Et en partant, il a donné un drapeau et un revolver au chef Karantao Karamogo Mokhtar. Ces murs aux grandes dimensions, ces différents compartiments, ces ruines, autant de souvenirs aujourd'hui d'un palais autrefois prestigieux. Les plans que vous voyez, c'est encore les mêmes qui est en bas que le chef a fait, le fondateur a construit le plan comme ça. Et de là-bas maintenant, c'est là-bas qu'il faisait tout dans cette maison-là. Sa cuisine, là où il faisait, nous on dit ça Kalwa, où il pouvait s'emprisonner lui-même, faire 41 jours, 2 mois, 3 mois, sans que personne ne le voie, qui prie pour demander le bon Dieu selon ce qu'il veut. Entouré des membres de sa famille, de ses gardes ou encore de ses plus fidèles collaborateurs, c'est donc dans ce lieu que le roi de Ouahabou vivait.
Un palais qui servait également de poudrière et de cachette pour les enfants et aux personnes vulnérables en cas de guerre. Aujourd'hui, tout cela ne relève que du passé. Une des raisons, le manque de moyens des populations à entretenir le palais. Autre explication de la dégradation de ces palais, ce sont les coups de fusil tirés lors des funérailles des différents chefs qui se sont succédés, et cela depuis le règne du fondateur à celui de Mamadou Béton. Le palais de Ouahabou en ruine, l'histoire commence en 2002 après les funérailles de Mamadou Béton, arrière-petit-fils du fondateur et dernier roi à avoir occupé le palais. Demandez aujourd'hui où se trouve le palais du fondateur de Ouahabou et qu'on ne puisse pas vous le montrer avec fierté, c'est vraiment triste. Nous lançons un appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés à venir nous aider à essuyer cette grande honte. Certains pensent que nous-mêmes, nous sommes paresseux. Mais en voyant ces ruines, vous pouvez vous-même mesurer l'ampleur du chantier. Pour cette raison, la main à tous. Et nous prions Dieu de venir à notre secours pour la réhabilitation de ce palais. Vieux de près de 2 siècles, ces ruines du palais royal de Ouahabou sont à découvrir, un site touristique qui demande néanmoins une véritable réhabilitation. En attendant cette réhabilitation, hier à Gawa, les responsables du Fonds d'investissement pour l'environnement ont rencontré les acteurs de la chaîne financière du programme d'investissement forestier. L'objectif était de permettre à chacun de mieux appréhender le contenu du manuel de gestion des fonds du projet. La finalité recherchée est présentée par Madou Ouedraogo et Isiaka Nana. C'est une session de formation des acteurs participant à la mise en œuvre des projets de développement intégrés communaux PEDIC RED Plus dans la région du Sud-Ouest. 2 jours durant, élus locaux, secrétaires généraux de mairie, comptables ainsi que contrôleurs financiers venus des 4 provinces de la région vont s'approprier le manuel des opérations financières pour une mise en œuvre efficace du projet. Depuis qu'on a finalisé les 31 PEDIC, il faut les mettre en œuvre. Alors que pour les mettre en œuvre, il faut travailler à ce que les acteurs clés s'approprient du document. Pour ce faire, le Fonds d'intervention pour l'environnement a élaboré un guide simplifié d'exécution des opérations financières pour que, en tout cas, la mise en œuvre soit facile. C'est bien vrai que c'est eux qui ont contribué à élaborer les documents PEDIC, mais ce manuel-là, si ils comprennent ce manuel-là, ils vont comprendre davantage les PEDIC. Financé par la Banque mondiale, le PEDIC RED Plus vise à assurer des investissements dans les communes bénéficiaires. Des projets qui doivent contribuer à l'atteinte de l'objectif général visé par le PIF, le programme d'investissement forestier au Burkina Faso. La Banque mondiale périodiquement va recevoir des rapports d'exécution, l'exécution physique, l'exécution financière, mais aussi des niveaux d'indicateurs pour lesquels on a convenu. Par exemple, nous voudrions que l'exécution des PEDIC là, on puisse faire en sorte que les communautés bénéficient de revenus. Que ce soit en même temps donc des créations d'emplois et augmentation de revenus en milieu rural. Le PEDIC RED Plus intervient dans 5 régions du pays. Il s'agit de la boucle du Moun, du centre-ouest, le centre-sud, la région de l'est et du sud-ouest. Au total, ce sont 32 communes du Burkina, dont 10 dans la région du sud-ouest, qui bénéficient du dit projet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.